Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus juste avant, à l'approche des fêtes. C'est jamais évident. Je vais juste dire quelques mots, puisque c'est le MAGE et la revue Travail, Genre et Société qui vous invitons à ce débat sur les pratiques féministes de la non-mixité. Donc, juste quelques mots, puisque à chaque amphi du MAGE, on a la bonne surprise de voir quelques têtes inconnues. Donc, je me permets de vous présenter en quelques mots le MAGE. C'est un réseau de recherche interdisciplinaire et international, marché du travail et genre, qui a été fondé par Margaret Marouani, une grande sociologue, très certainement une des pionnières sur les études de genre, qui nous a malheureusement quittés le 4 août 2022. Et vous le savez, cette collègue a joué un rôle essentiel dans la création du MAGE et de la revue, mais plus largement bien au-delà, en sociaux du travail et en sociaux du genre. Juste dire que nous ne l'oublions pas et que chaque moment de rencontre est l'occasion pour nous de repenser à elle, qui nous a toujours accompagnés. Mais il se trouve que depuis 2016, déjà, elle avait passé le relais et la direction du MAGE est maintenant aux mains de 3 personnes. Delphine Serre, qui est là, prof et sociologue à Paris Descartes, membre du CERLIS et de la revue Travail, Genre et Société. Nathalie Lapère de Toulouse, sociologue et prof à l'Université de Toulouse, membre du CERTOP et responsable de l'équipe Sagesse, membre aussi de la revue TGS, et moi-même, économiste, maître de conf à Paris-Nanterre et membre du MAGE depuis le début, mais aussi de la revue. Alors, le MAGE a été créé en 1995 et c'était le premier groupement de recherche du CNRS centré sur ces questions de genre et de travail. Et pour le dire rapidement, c'est aujourd'hui un réseau qui fédère pas moins de 30 centres de recherche dans 13 pays, centres de recherche et universités. Et je vous invite, pour connaître nos travaux, à regarder notre site, le MAGE, on le retrouve facilement. Vous trouverez d'ailleurs tous nos amphis, tous nos colloques, tous nos rendez-vous qui sont filmés. Et j'en profite pour vous dire que la séance d'aujourd'hui est aussi filmée. Elle sera très vite sur notre chaîne YouTube. C'est grâce à Olivier Boulanger et Jasmina Tevanovic qui sont là et qui assurent ce travail de montage formidable. Sur ce site, vous trouverez d'ailleurs aussi un petit film que l'on avait réalisé pour Margaret, qui est remarquable. Et c'est justement l'occasion de vous dire, pour aller à l'essentiel, que nous organisons en 2025, donc avec les 30 ans du MAGE, un grand colloque. Je crois que les premières invitations sont parties. Ce colloque aura lieu donc, c'est facile à retenir, le 15-05-25 au réfectoire des Cordeliers, c'est pas loin d'ici, vers Odéon. Ça sera un colloque interdisciplinaire, international, mais aussi intergénérationnel. On y tient, la relève est là, pas très loin. Et ce colloque sera donc organisé avec TGS, la revue et le MAGE, et sera largement autour des travaux de Margaret Marouani. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. On espère faire salle comble. Je passe à présent la parole à Clotilde Lemarchand. Elle est aussi sociologue, professeure à l'Université de Lille, vice-doyenne recherche de la Fac des sciences éco et sociales et des territoires. Elle est membre du CLERC et directrice adjointe de la revue. Alors, rapidement, à la suite de Rachel, au nom de la direction de la revue, du comité de rédaction et de toute l'équipe qui travaille à l'élaboration de Travail, Genre et Société, je voudrais remercier Fanny Gallo de l'UPEC et Alban Jacquemart de l'Université Paris-Dauphine d'avoir eu cette très bonne idée de coordonner des réflexions sur les enjeux des pratiques militantes, féministes, de la non-mixité dans le cadre de notre revue que je souhaite présenter ici rapidement, avant que peut-être vous puissiez les regarder en version papier
voire les acheter à la fin de cette séance aujourd'hui, ce soir. Alors tout d'abord, j'aimerais rappeler les liens forts avec le MAGE. Rachel l'a rappelé, hein, mais puisque c'est dans le sillage du MAGE que cette revue a été créée par Margaret Marbani en 1999 avec Rachel Rogera à la suite des cahiers du MAGE. Margaret Marbani l'a dirigée jusqu'en septembre 2017. Depuis, Hyacinthe Ravet et moi, nous avons repris le flambeau avec toute l'équipe du comité de rédaction. Et nous venons d'ailleurs tout juste de faire une séance tout à l'heure. Alors, Hyacinthe et moi, nous tenons à témoigner de l'ampleur de l'engagement et de l'activité du comité de rédaction, très dynamique, très constant, pour faire vivre et paraître la revue à la suite de Margaret, en des temps difficiles pour l'édition des revues en SHS. C'est un petit peu, je saisis l'occasion ce soir de le souligner. Alors, Travail, genre et société est une publication pluridisciplinaire, soucieuse d'ouverture internationale, constituée d'un comité de rédaction composé de sociologues, d'économistes, d'historiens, d'historiennes, de musicologues, de chercheurs, chercheuses en sciences politiques et en sciences de l'éducation. La revue se donne pour objet d'étude les effets du genre dans le monde du travail et donc dans la société. Alors, pour donner quelques exemples de thèmes qu'aborde cette revue, je vais parler de numéros contemporains. C'est une revue donc semestrielle, il y a 2 numéros par an. Dans le numéro 51 qui est paru en avril 24, il y avait un parcours de Christian Baudelot qui a été fait donc par notre collègue Delphine Serre. Les pénibilités, c'est un dossier fait coordonné par Rachel et Delphine. Une controverse sur l'excellence scientifique, coordonnée par Fanny Gallo, Marion Paoletti et Sophie Pochic. Le numéro 52 vient tout juste de paraître et là aussi, rapidement, trois des 5 rubriques. Pour le parcours, Ernestine Ronet, une pionnière des politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes. Séverine Lemierre et Rachel Silvera ont assuré ce parcours, cet entretien. Un dossier sur le sexisme au cœur du couple qui a été coordonné par Fanny Gallo, Sophie Pochier, Hyacinthe Ravet et moi-même, donc un thème brûlant d'actualité. Également une controverse sur l'apprentissage dans l'enseignement supérieur à l'épreuve du genre, coordonnée par Benoît Carr, Martine Pernaut-Lemaitre et moi-même. Alors, les prochains numéros traiteront des congés menstruels, de la masculinisation de métiers dits féminins, statistiquement féminins, du recrutement. Donc, vous le voyez, des thématiques variées et au cœur de l'actualité. Alors, dans chaque numéro, outre un dossier, une controverse, un parcours, on a aussi des comptes rendus d'ouvrages. Précisons que les résumés de tous nos articles sont traduits en 5 langues, anglais, allemand, espagnol, brésilien et chinois. La revue est en accès libre, y compris le dernier numéro sur Cairn, on peut le retrouver sur Cairn, et certains articles en anglais sur Cairn International, également en espagnol sur Cairn Mundo. On peut aussi commander, en plus de la version numérique, un exemplaire papier du numéro. On y tient, ça permet aussi d'appréhender entre les mains la cohérence d'un dossier ou d'une controverse ou d'un numéro, même dans son ensemble. Alors, avant de présenter le débat, au nom de la revue et du MAGE, je tiens à remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants de ce débat, ainsi qu'Alexandre Robert, responsable administratif du MAGE et enseignant à Sorbonne Université, et Camille Gamel, au secrétariat de la revue, au secrétariat de rédaction de la revue, tâche et rôle crucial, qui ont assuré l'organisation et la gestion de cet amphi. Tout ça, c'est un travail essentiel aussi qu'il faut souligner, sans lequel rien n'est possible. Je signale qu'il y aura un pot à l'issue de ces échanges, donc ne partez pas trop vite, ça se passe ici même. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup, merci pour cette introduction. Donc, bienvenue à toutes et tous. Donc, on va pouvoir commencer cette amphi du MAGE qui fait suite à la publication de la controverse, comme ça a été indiqué, sur les pratiques de non-mixité féministe, à la fois en France, mais aussi avec des regards sur la Suisse et sur l'Allemagne. Alors, on va essayer d'être relativement rapide dans l'introduction avec Fanny. Juste rappeler un peu d'abord l'origine de cette controverse. Pourquoi on a été intéressé par l'idée de faire cette controverse. Mais c'était un peu de répondre ou de réagir face à une double actualité, à la fois une diversification, j'y reviendrai, de pratiques de non-mixité parmi les féministes,
mais aussi face à des polémiques qui ont pu entourer ces pratiques de non-mixité. La personne qui a un chien peut faire sortir le chien. C'est très perturbant, ce grand mur aveugle avec un chien. Excusez-moi. Donc, l'intérêt, c'était aussi d'éclairer et de caractériser les pratiques de non-mixité féministe au-delà des polémiques qui ont pu émerger parmi les féministes, les militantes féministes, mais aussi pour beaucoup, plus largement, dans l'espace public, dans le champ politique, dans le champ médiatique. Alors on le sait, la non-mixité, c'est une pratique qui est ancienne, y compris chez les militantes féministes. Elle a eu différentes formes au cours de l'histoire. Elle s'est développée dans différents endroits du féminisme. Elle est née plutôt dans le féminisme réformiste sous la Troisième République. Elle a évidemment été extrêmement centrale dans les mobilisations des années 70 avec ce qu'on a appelé les groupes femmes qui ont été un lieu majeur de politisation féministe et plutôt du féminisme plus radical des années 70. Mais à partir des années 2000 et surtout 2010, cette pratique de la non-mixité, elle s'est d'une part diffusée à l'ensemble de ce qu'on appelle l'espace de la cause des femmes, donc à la fois dans des associations avec des degrés de radicalité variés, mais aussi parfois dans des collectifs liés à des entreprises. Donc on pense à tous ces réseaux de femmes, en particulier cadres dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc dans différents endroits, hein, cette pratique de la non-mixité qui s'est développée. Et puis aussi dans différents mouvements sociaux où des groupes femmes ont pu émerger à l'intérieur de ces mouvements sociaux. Et puis la deuxième caractéristique qui nous intéressait particulièrement, c'était le fait que par ce développement, ou de manière concomitante à ce développement, elle a pris des formes renouvelées qui prenaient en compte ou qui s'appuyaient sur la diversité du groupe des femmes. Et donc, la non-mixité, à partir des années 2010, ne concerne plus systématiquement et exclusivement la catégorie de sexe, mais s'appuie aussi sur des catégorisations de sexualité, d'appartenance ethno-raciale, d'identité de genre, par exemple. Et donc pour nous, ces transformations contemporaines de la non-mixité, elles suscitaient un intérêt et un nombre de questionnements qui nous semblaient intéressants et importants d'éclairer au-delà des polémiques et des attaques qui pouvaient être faites aux unes ou aux autres dans l'espace public ou à l'intérieur même des espaces militants. Donc, ce qu'on a essayé de comprendre à travers cette controverse et les contributions que Fanny va introduire dans un instant, c'était pourquoi ce recours à la non-mixité dans des collectifs féministes, y compris à une période contemporaine, alors que ça peut paraître comme un mode d'action relativement à contre-courant de la généralisation de la mixité dans beaucoup d'espaces de la société. Quel est le sens de cette non-mixité? Qu'est-ce qu'on appelle non-mixité choisie ou mixité choisie, qui est un terme qui s'est beaucoup développé dans l'espace militant ces 10 dernières années? Et pourquoi finalement ces militantes, ou parfois ces militants, font ce choix de recourir à la non-mixité? Et puis enfin, dernier point qui nous intéressait particulièrement, c'était la façon dont ces pratiques et ces expériences pouvaient susciter des controverses, mais surtout pour les militantes, des résistances, des attaques, et comment eh bien, ces résistances elles pouvaient avoir des effets sur les collectifs militants ou sur les militantes qui y participent. Donc voilà, pour répondre à l'ensemble de ces questions, on a fait appel à des contributions que Fanny va vous présenter. Oui, voilà, moi je vais revenir un peu sur la présentation des intervenantes et aussi les personnes qui sont présentes et les personnes qui ne sont pas présentes. Donc, comme on l'a dit, cette controverse, elle regroupe
5 contributions avec des expériences militantes variées en France, en Suisse et en Allemagne, mais 2 précisions nous semblaient importantes. La première, c'est que il n'apparaîtra pas dans la discussion ce soir ce qui se rapporte à la non-mixité entre personnes racisées, qui a fait l'objet d'un certain nombre de polémiques. Je pense par exemple en 2017 à propos du collectif Moissy, mais il y en a eu d'autres par la suite. On avait sollicité des militantes à ce sujet, ça n'avait pas été possible pour elles à ce moment-là. Et puis par ailleurs, on s'était dit que dans la mesure où il y avait pas mal de choses qui avaient été écrites, y compris des recherches sur le sujet, je pense par exemple à Siliane Larcher qui a beaucoup travaillé sur l'afroféminisme, c'était pas forcément indispensable. Et donc ça nous semblait intéressant de visibiliser justement d'autres expériences qui du coup mettent en évidence les points communs avec les débats qui peuvent entourer aussi cette non-mixité racisée, même si voilà, on aurait pu aussi ce soir, et on a essayé aussi ce soir, de faire venir différents groupes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Le deuxième point, c'est que la controverse contient aussi une contribution donc, des Dévalideuses, qui est une association anti-féministe qui rend compte de la manière dont l'invisibilisation donc des femmes handicapées, y compris dans les mouvements féministes, les a conduites en fait à s'organiser donc en non-mixité. Elles ne pouvaient pas donc se joindre à nous ce soir, mais on vous invite à lire leurs contributions dans la controverse et aussi même à aller voir un peu ce qu'elles font sur le site, sur leur site, puisqu'elles sont très actives. Elles font des formations dans tout un tas de cadres académiques et ou même dans les établissements scolaires. Et donc voilà, il y a elles élaborent beaucoup autour de cette question du croisement entre des enjeux de genre et du coup en tant que personne en situation de handicap, et qu'est-ce que ça peut produire et en quoi ça peut être utile aussi de s'organiser en non-mixité. Alors, je vais maintenant présenter donc les intervenantes qui sont présentes. Nous accueillons donc Emeline Fourment, donc, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques donc, à l'Université de Rouen, qui va revenir sur sa contribution non-mixité féministe et inclusion des personnes trans, un clivage générationnel. Voilà, point d'interrogation, voilà, bien sûr. Ensuite, donc, Capucine Larzilière et Violaine Ribardière, enseignantes dans un lycée public de Montreuil, qui vont revenir sur l'expérience d'un groupe femmes non mixtes en lycée, donc retour sur une expérience polémique. Ensuite, donc Yuli Yamamoto, donc qui est porte-parole d'Attaque, cofondatrice donc d'Erosi, qui donc a contribué dans la controverse avec un texte sous le titre À cause des garçons, la non-mixité d'Erosi dans le mouvement social. Et enfin, donc, Tamara Gjenevich, permanente syndicale à l'UNIA, premier syndicat suisse qui défend les employés du secteur privé. Elle y est responsable de la commission femmes au niveau du canton de Vaud, et elle a participé à l'organisation de la grève féministe qui s'est tenue en Suisse le 14 juin 2019. Donc, le texte s'intitule « La mixité choisie comme mode d'organisation producteur d'émancipation, l'exemple du collectif vaudois de la grève féministe ». Et c'est une contribution qui est coécrite avec deux autres organisatrices, membres du syndicat des services publics, donc Vanessa Monet et Maria Pedrosa. Alors, on a conçu la soirée en table ronde, c'est-à-dire qu'on a élaboré donc 3 questions qu'on va poser à chacune des intervenantes qui répondront successivement. Ce qui permettra aussi de faire des interventions qui ne sont pas trop longues et qui circulent en fait, puisque l'idée c'est évidemment d'échanger ensemble. Alors on va tout de suite lancer la discussion avec la... Ah oui, bien sûr. Et oui, bien sûr, il y aura un point d'échange avec la salle après. Tout à fait. On va tout de suite lancer donc la discussion. Alors, la première question qu'on souhaite donc poser à l'ensemble des intervenantes, c'est est-ce que vous pouvez présenter d'abord les formes de non-mixité que vous avez pratiquées, que vous pratiquez ou bien étudiées, et les raisons en fait qui ont motivé cette pratique. Et pour commencer, on va du coup donner la parole dans l'ordre à Emeline Fourment. Alors du coup, moi j'ai étudié plusieurs non-mixités, mais celle dont je parle dans l'article, c'est, on va dire, des non-mixités qui se caractérisent par le fait qu'elles sont lesbiennes. Et elles sont lesbiennes, vous avez entendu. Et donc,
disons que comme je m'intéresse à la question du clivage générationnel, j'ai un peu comparé les années 70-80 avec les années que j'ai ensuite étudiées. Enfin, j'ai étudié les deux, mais certaines, c'est donc avec des archives, et les autres, je les ai étudiées par un terrain observation plus entretien, des années 2010. Et dans les années 70-80, ces non-mixités sont explicitement nommées non-mixité femmes lesbiennes. Donc ça veut dire pas que tout le monde est lesbienne, mais qu'on met en avant l'identité lesbienne pour montrer la visibilité des lesbiennes. Alors pourquoi ça ? Ça vient un peu comme dans le mouvement français, d'une révolte des lesbiennes qui était très majoritaire dans le mouvement des femmes et qui était complètement invisibilisée, et surtout que les femmes hétérosexuelles du mouvement se désolidarisaient d'elles en disant par exemple on nous accuse d'être des lesbiennes alors que pas du tout, comme si c'était une insulte. Et en échange, les lesbiennes, elles avaient lutté pour le droit à l'avortement, par exemple, alors que ça ne les concernait que peu. Donc c'est donc volonté de visibiliser ça. Et les non-mixités des années 2010, elles sont lesbiennes, mais c'est moi qui le dis. Dans le sens où c'est pas ce qui est dit par les militantes elles-mêmes qui vont revendiquer ça comme des non-mixités queer. Mais de facto, la majorité des personnes sont des personnes qui... alors, le truc, c'est que personne se dit femme haut et fort, parce que c'est pas trop quelque chose qu'on dit. On préfère parler de personne ou de Menschen, donc être humain. Mais de facto, c'est pas non plus forcément c'est pas des personnes trans, donc c'est des femmes qui aiment des femmes. Et dans ces sociabilités, je reviendrai ensuite là-dessus, il y a une inclusion des hommes trans ou des personnes assignées femmes à la naissance qui se disent non-binaires ou trans. Et toutes ces personnes ne sont pas opérées, et c'est important parce que ça joue un rôle. Et donc, en fait, il n'y a pas de femmes trans, pour le dire très clairement, ce qui est un peu différent dans les années 70-80, où il y a pu avoir des femmes trans, mais par contre, pas d'hommes trans dans les non-mixités femmes lesbiennes. Voilà. Donc, je pense que... Merci pour l'invitation à venir ce soir, mais aussi l'invitation à écrire l'article, enfin notre contribution dans la revue, parce que nous, on est des militantes, et en fait, ce passage par l'écrit, ça a été une écriture un peu collective et qui a été aussi assez intéressante en fait dans le groupe femmes pour revenir sur l'expérience qu'on avait vécue. Voilà, donc nous, l'expérience dont on va parler, c'est donc ça se passe dans un lycée. Donc c'est un groupe non mixte, donc femmes, mais par contre qui rassemble des personnels du lycée, donc des enseignantes du collège, du lycée, mais aussi des AED, éventuellement CPE, et aussi des femmes qui travaillent dans les services administratifs ou agentes techniques. Donc par contre c'était assez divers. Et donc AED, c'est assistant d'éducation, donc c'est les surveillants. Voilà. Et donc en fait le contexte, donc les raisons qui ont motivé donc la création du groupe, bah, ça se passe, donc on est en décembre 2020, on est dans une salle d'épreuve assez militante, mais on a l'impression que MeToo n'est pas passé par là, c'est-à-dire qu'il y a non pas que on a l'impression que le sexisme soit très fort, mais c'est comme si on était dans une bulle. Et par contre, les élèves, des élèves se mobilisent, et le 25 novembre 2020 notamment, elles font un espèce d'happening dans les couloirs du lycée en affichant un peu partout, c'est devenu depuis une tradition d'ailleurs tous les ans, mais c'était la première fois, donc en affichant partout dans le lycée des slogans ou des revendications sur la question des violences faites aux femmes. Et en fait, l'administration du lycée fait arracher ces affiches. Donc on a un premier mouvement qui était de réagir et de prendre la défense de ses élèves. Et puis le déclencheur en fait de la création du groupe, c'est donc une situation de harcèlement vécue par deux AED, donc deux surveillantes femmes en vie scolaire, donc une vie scolaire qui est plutôt masculine. Donc, ils subissent un harcèlement dont elles nous font part, avec des propos répétés à caractère sexuel franc. Et donc, elles nous en parlent, et la situation est compliquée parce qu'on voit que les auteurs sont protégés, que ça va... Enfin, la discussion est compliquée. Il y a une des CPE qui est femme, qui est un peu en porte-à-faux. Donc, en fait, on a besoin d'avoir un cadre safe pour en parler, en fait. Et c'est ça le point de départ. Et en fait, il se trouve que parmi les enseignantes auxquelles l'AED
il raconte son récit. Il y a plusieurs, vous évoquiez tout ça, la question des générations, et je pense que c'est assez intéressant à ce moment-là, parce qu'en fait, il y a des enseignantes plus anciennes qui ont déjà eu des expériences de groupes femmes, soit héritières d'une tradition des années 70, 80, ou qui, dans un cadre syndical, ont expérimenté, ou en tout cas entendu parler de ça, donc un peu l'ancienne tradition des groupes femmes. Mais il y a aussi des jeunes collègues qui, par ailleurs, sans qu'elles en aient forcément parlé, peuvent participer à des groupes non mixtes, donc plutôt ceux des années 2010. Et donc, en fait, il y a ce croisement qui se fait et qui fait qu'on décide de se réunir en non-mixité, en élargissant, en fait, au-delà de cette question précise de la situation de harcèlement. Donc, cette décision, on décide aussi de ne pas être dans un entre-soi, donc de l'annoncer publiquement dans le lycée, ce qui a provoqué des réactions, mais ça, c'est pour la deuxième question. Et donc, lorsque la première réunion a lieu, donc on était quelques-unes à la lancer, donc avec pas mal de résistance, et en fait, on est très surprise de ce qui se passe, parce qu'en fait, on est nombreuses. On est, lors de cette première réunion, on est à peu près une quarantaine, donc c'est un gros établissement. Et puis surtout avec cette diversité des catégories qui est très inhabituelle dans l'éducation nationale. Il y a un cloisonnement des catégories assez fort. Et donc, cette première réunion commence par un tour de table et en fait se réduit finalement d'ailleurs à ce tour de table, mais où chacune exprime son ressenti sur le vécu du sexisme dans l'établissement. Et du coup, c'est un moment qui est très fort parce que de sororité déjà, mais aussi parce qu'en fait, je pense qu'avant la réunion, chacune d'entre nous aurait dit bon, au lycée, ça va. Et en fait, après la réunion, on se rend compte que chacune a une histoire à raconter et que l'addition de toutes ces histoires, ça crée quelque chose qui est très fort entre nous, mais aussi qui pose la question du coup de poursuivre et d'agir. Voilà, je m'arrête là pour ce premier point. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous, merci de cette invitation. J'avais sur l'invitation de Fanny Gallo écrit et réfléchi à la non-mixité dans le cadre des Rosy. C'était en 2019 parce que les Rosy, pour vous dire, les Rosy, on le voit là, mais les Rosy, c'est des femmes qui dansent en bleu de travail, fichu rouge et gants jaunes dans les manifestations retraites. Et on a créé ça en 2019 pour montrer l'impact genré de la réforme des retraites, puis on a fait rebelote en 2023. Et à l'époque, on m'avait demandé, mais quelle pratique de la non-mixité, justement, des Rosy pourquoi est-ce que vous avez imposé la non-mixité? Parce qu'effectivement, c'est des blocs de femmes. Donc, comment on a fait en sorte qu'il y ait une majorité de femmes dans les cortèges, etc., etc. Et j'avais répondu de façon très pratico-pratique. Alors, donc vraiment, comment au niveau... Parce que les Rosy sont devenus un mouvement, c'est-à-dire que c'est Attaque France qui a lancé les Rosy dans le cadre d'un groupe Action d'Attaque France, mais c'est tout de suite devenu un mouvement. Il y a eu des Rosy et des collectifs qui ont fleuri vraiment partout en France, à tel point qu'à la deuxième manifestation retraite, en 2019, il y avait plus de 70 cortèges Rosy déclarés partout en France. Donc, c'était vraiment un phénomène. Et donc on ne pouvait pas imposer la non-mixité comme ça, en fait. C'est que nous, on le pratiquait naturellement dans le cadre de notre collectif, mais on s'est rendu compte qu'en voulant le revendiquer, en voulant l'expliciter, en voulant le montrer, enfin l'imposer, c'est là où on a commencé à se frotter aux difficultés, mais du coup, on le développera dans la deuxième question. Alors, côté Attaque France, il faut savoir que ça a été évoqué, le mouvement MeToo, etc. Moi, je donne une petite lecture personnelle, mais avant 2015, je n'étais pas du tout militante. Donc, j'ai commencé après 2010, et justement, tous ces mouvements, en fait, où moi, j'ai un féminisme, j'ai pas lu Simone de Beauvoir, j'ai pas lu tout ça. Ah non, je ne connais rien, entre guillemets, j'ai pas un féminisme de bouquin, ni même un féminisme qui m'aurait été enseigné ou transmis, mais vraiment de terrain. Et moi, j'ai fait mes classes à l'AG féministe de Nuit debout. Et en fait, je ne savais pas que c'était en soi déjà une pratique de non-mixité très claire, très forte. Moi, j'ai cru que c'était la norme. J'ai commencé comme ça. Et c'est après, en m'engageant plus à Attaque, qui est une association à la croisée des syndicats, etc., que j'ai remarqué que ce n'était pas la norme. Notamment parce que moi, j'osais écrire en inclusif dans tous mes échanges. Bref, donc c'est pour vous parler un petit peu de cette petite histoire lecture, pour comprendre que les Rosy sont nées
d'un groupe de féministes qui l'ont intégré naturellement, voilà, et pas dans de l'apprentissage. Ce qui fait qu'on n'avait pas forcément conscientisé qu'en soi, l'érosie était un concept de non-mixité. À partir du moment où on impose des femmes dans un mouvement social qui traite une question sociale, la réforme des retraites est censée concerner tout le monde. Eh bien, nous avons décidé de dire non, ça concerne aussi les femmes, et attention, ça concerne particulièrement les femmes, et c'est justement l'impact sur les femmes qui va permettre de montrer à quel point cette réforme est toxique et nocive et une réforme de régression sociale. Et c'est en ça qu'on s'est rendu compte que cette pratique de la non-mixité a été une façon d'imposer, enfin, pas une façon d'imposer, mais que ça a été un outil politique. C'est là on s'est rendu compte qu'on a osé imposer dans la question sociale la question féministe. Donc ça, c'était le premier point. Et l'autre point, au-delà de, en gros, opposer la lutte des classes au féminisme, c'est-à-dire l'universalisme de la lutte des classes face au féminisme, on s'est rendu compte que d'un point de vue purement féministe, en fait, c'était un moyen de fortune. Les Rosy sont nées par défaut, par un moyen de fortune, parce que la société étant structurellement patriarcale, on n'écoute pas les femmes, on ne donne pas la place et la parole aux femmes, et donc de fait, comme on le voit sur les études de santé au niveau des médicaments, eh bien, la question de l'impact d'une réforme sociale sur les femmes n'est pas traitée. Et d'une manière générale, dans le mouvement social, ça a été cité donc, sur l'historique de la non-mixité, mais c'est une façon de rendre visible, et c'était ça, l'érosie, c'est s'imposer, rendre visible une question qu'on ne voudrait pas traiter. Et pour vous dire, sur la pratique de la non-mixité, bon, ça c'est pour l'érosie, mais au sein d'Attaque, ça a donné par exemple une charte antisexiste qui a été intégrée dans nos statuts, avec un protocole anti-oppression, un protocole de prise en charge et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et on est la seule association aujourd'hui à s'être dotée d'une charte antisexiste dans nos statuts. Et maintenant, on reconnaît la non-mixité comme un outil indispensable à la transformation sociale. Et donc, par exemple, dans les événements qu'on organise, donc l'université d'été, là, on a fait aussi une rencontre européenne des mouvements sociaux. Il y a systématiquement des espaces non mixtes sur la question féministe, sur la question raciale, sur différentes questions. Et ça, effectivement, c'est en ça qu'on voit à quel point la non-mixité est un outil et à quel point les Rosy qui sont arrivées finalement par derrière, c'est-à-dire que on n'avait pas conscientisé à quel point ça allait heurter les gens. Et bien, c'est grâce au succès des Rosy et l'impact que ça a eu qu'on a pu en faire un outil interne dans l'association et de dire, eh bien, on a besoin d'une remise en question profonde, d'une remise en question structurelle du fonctionnement de l'association. Et à partir du moment où on ne revient pas structurellement sur le problème, sur ce problème, eh bien, on ne va pas changer les choses. Il faut savoir que les Rosy, pour ça, ont été un outil formidable. Du coup, je n'ai pas du tout fait ce que je voulais. Voilà. Mais je pourrais développer aussi pourquoi, en fait, moyen de fortune, mais on verra après, parce que là, je pense que j'ai fait déjà 5 minutes. Mais voilà, le choix de la danse, tout ça, mais qui est un non-choix. Voilà. Oui, merci beaucoup pour l'invitation ce soir et puis pour la contribution dans la revue. Donc, je suis Tamara Knezic, militante dans la grève féministe en Suisse, donc un mouvement, effectivement, comme ça a été rappelé, qui a été construit et débuté en 2019 et qui dure encore aujourd'hui. Du coup, pour rappeler peut-être juste un peu l'origine et le contexte en fait, politique en Suisse, qui est très, très différent de celui que vous connaissez ici en France, c'est que c'est vrai que le milieu militant en Suisse, elle est sous-développée par rapport au contexte français, y compris... aujourd'hui, ça change, mais y compris sur les aspects féministes. C'est vrai qu'en fait, avant la 2019, il y avait quelques associations féministes par-ci et par-là, éparpillées, mais pas des structures en fait nationales et pas d'un vrai mouvement. Il y avait un mouvement de masse en fait à l'origine de la grève de 2019, qui est celui de la première grève des femmes en Suisse de 1991, donc 91. Mais voilà, c'est l'origine du mouvement en soi. Mais sinon, il n'y a pas vraiment énormément d'associations
revendications, à part de manière isolée sur l'université ou comme ça. Et du coup, c'est vrai que pour nous, en fait, comme cela a été aussi évoqué tout à l'heure, de s'organiser en fait en mixité choisie ou en non-mixité nous paraissait comme quelque chose de naturel ou comme évident. Et du coup, à la question de savoir pourquoi s'organiser de cette façon ou pourquoi, en tout cas, continuer à recourir à cette manière de s'organiser, pour nous, les militantes de la grève féministe, il nous semble que c'est justement un outil qui est pertinent et qui est adapté pour réfléchir par soi-même, donc par les personnes d'un même groupe social et ou les personnes qui subissent un même système d'oppression, un même système de domination. Et donc, nous pensons que c'est de cette façon-là, en s'organisant en non-mixité ou en mixité choisie, que c'est la façon, la manière en tout cas la plus efficace pour que les revendications de base, en fait, puissent émerger, ainsi que les plans de lutte soient pensés et conceptualisés justement par des personnes, en fait, ce qu'on appelle dans le jargon militant des premières concernées. Donc voilà, au même titre évidemment que des réunions syndicales qui réunissent des personnes qui doivent vendre leur force de travail pour survivre, donc les travailleurs et travailleuses, et pas uniquement les personnes qui ont un statut d'indépendant, de chômeurs-chômeuses, ou voire même pire, les patrons. Donc c'est à ce même titre-là qu'on s'organise. Et puis ce qu'on avait aussi souligné en fait dans l'article au sein de la revue, c'est que pour nous, en tout cas pour la grève féministe, il s'agit aussi de manière très pratico-pratique, mais aussi tactique et politique, de renverser en acte le mécanisme de domination qui, en soi, donne souvent, ou en tout cas majoritairement, le pouvoir et la place aux hommes cisgenres dans la société, mais aussi en fait dans les espaces militants, malheureusement. Donc, en résumé, en fait, pour nous, pourquoi on a opté pour cet outil-là, c'est justement pour ne pas se faire imposer par les dominants les modes d'action, les manières de faire, les manières de penser, pour que en fait, ces personnes-là ne nous dictent pas en fait, notre programme politique et nos revendications. Mais aussi, je tiens à préciser que on a recouru d'emblée au sein de la grève féministe pour un mode d'action, enfin un mode d'organisation en mixité choisie ou non mixte, parce que dans des espaces usuels militants, que ce soit dans les syndicats, dans les partis politiques ou dans d'autres associations, simplement en fait, il n'y a pas des espaces pour s'organiser en non mixité ou en mixité choisie. Donc c'est pour ça que pour nous, cela nous paraissait en fait comme une évidence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question, donc, il a été difficile pour certaines d'entre vous d'aborder la question des pratiques sans commencer à parler des résistances et des difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc, c'était l'objet de la deuxième question, effectivement, de revenir un peu sur les réactions suscitées par ces pratiques de non-mixité, que ce soit à l'intérieur du collectif, entre les militantes ou à l'extérieur. Et comment ces difficultés ont pu affecter les pratiques militantes. Alors, moi, du coup, comme je suis sur des non-mixités lesbiennes, alors quand elles ont été revendiquées comme telles dans les années 70-80, là, il y a pu y avoir des résistances du côté masculin, avec des accusations de misandrie, etc. Mais globalement, en fait, les hommes sont assez peu intéressés par les milieux lesbiens parce qu'ils n'y ont rien à trouver. Et donc, si vous voulez, c'est pas à ce niveau-là que se joue le conflit, alors que j'imagine que pour les autres intervenantes, les hommes vont jouer un rôle. Les débats sont plutôt internes, donc entre femmes et entre trans, etc. Et donc là, on a d'abord, dans les années 70-80, entre hétéros et lesbiennes. C'est-à-dire que les hétéras, d'ailleurs, on dit plutôt, elles se plaignent beaucoup d'une espèce de... elles parlent de radicalité. Elles étaient trop radicales, les lesbiennes, parce que elles avaient un homme à la maison le soir, ou parfois elles avaient envie d'être avec leurs copains, et elles pouvaient rien faire avec leurs copains à partir du moment où elles étaient dans les groupes féministes. Donc c'est des choses comme ça qui étaient en jeu. Et puis après, il y a tous les... Ces questions sont beaucoup moins présentes dans les années 2010, où en plus, c'est pas vraiment revendiqué. En fait, la non-mixité, elle existe de fait par les sociabilités lesbiennes, en fait. Par le fait que, par la création, je dirais que dans la non-mixité lesbienne, il y a à la fois quelque chose de politique, mais il y a aussi quelque chose de créer un monde où la norme n'est pas hétéro.
Et donc, où en fait, le mode de vie lesbien est rendu possible. Il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions avant de savoir si on peut draguer une fille, des choses comme ça. Voilà. Donc, de pouvoir simplement vivre comme une hétéro, en monde hétéro, mais donc dans un milieu lesbien. Et donc là, en fait, de facto, il y a une non-mixité qui est créée par ce désir lesbien. Et la question trans, du coup, elle se pose différemment selon que l'identité revendiquée est femme lesbienne ou qu'elle n'est pas revendiquée, qu'elle est implicite. Quand on est sur des questions femmes lesbiennes, là, il y a pu y avoir des débats très virulents sur l'inclusion des femmes trans, du coup, au mouvement. La question des hommes ne se pose pas, puisque de toute façon, c'est des hommes, on parle de femmes lesbiennes. Donc, il faut que ce soit des personnes qui se définissent comme femmes lesbiennes. Et là, mon point, c'était de dire, en fait, il y a toujours eu des féministes qui ont soutenu l'inclusion des femmes trans au mouvement des femmes dès les années 70. Donc ça, elles ont peut-être été minoritaires, peut-être pas au début, mais au fur et à mesure, et minorisées. Mais en tous les cas, elles ont toujours existé en Allemagne. Donc, il y a pu avoir donc, les débats exactement qu'on connaît aujourd'hui. C'est des hommes qui se cachent dans des corps voilà, pour pouvoir nous espionner, etc. Enfin, bon, bref. Ce qui est plus intéressant, c'est que il y a des tensions dans les années 2010, dans ces cercles non mixtes qui se revendiquent plus ou moins comme tels, qui sont lesbiens, parce que en fait, les femmes trans n'y sont pas incluses. Et il y a eu tout un ensemble de... en fait, elles y sont incluses officiellement dans les dires. Tout le monde a accès à ces lieux, c'est ouvert à tous les trans. Mais de facto, les femmes trans n'y sont pas vraiment bienvenues. Et ça s'est beaucoup matérialisé autour d'un débat sur les représentations de vulves dans les espaces non mixtes, qui a amené, enfin en tous les cas, les femmes trans ont voulu interdire la représentation de vulves dans ces espaces. Et donc, ça pouvait paraître un peu curieux et intriguant au départ. Moi, je ne comprenais pas trop parce que au départ, je me disais, ça fait partie du mouvement féministe de mettre en avant, de parler de l'anatomie en fait de la vulve, etc. Parce qu'elle est très peu mise en avant, de parler du clitoris, etc. Puis en fait, au fur et à mesure que j'ai enquêté, je me suis rendu compte que dans ces milieux, à partir du moment où on parlait de l'anatomie dite masculine, donc de torse sans poitrine ou de pénis, il y avait des réactions qui n'étaient jamais de l'ordre du discursif, mais presque du métadiscursif, qui correspondait à des grimaces ou alors à des brrr, des choses qui manifestaient le dégoût. Mais vraiment, donc j'ai noté comme ça dans mon carnet de façon assez systématique, dès qu'on parlait de ça, surtout les torses nus, qu'on parlait il y avait toujours ce problème dans les boîtes qui sont partagées avec les gays, des gays qui se dévêtissent pendant les soirées. Et donc, c'était quelque chose qui a suscité beaucoup de discussions et beaucoup de dégoût. Voilà. Et de facto, je me suis rendu compte qu'il y avait un dégoût tout simplement pour tout ce qui était ces parties du corps-là, et que les personnes qui étaient incluses étaient toutes des personnes qui n'avaient pas ces parties de corps sur elles. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les hommes trans non opérés étaient là, parce qu'en fait, finalement, c'était des personnes qui pouvaient avoir fait une ablation de la poitrine, mais c'était rare, et par contre qui n'avaient pas fait d'opération génitale, donc il y avait une vulve. Et ça, c'était un critère important, c'est-à-dire que les autres, on ne les voyait pas. Et par contre, les femmes, il n'y en avait qu'une qui était inclue, et c'était une femme opérée, une femme trans opérée. Et donc, c'est assez intéressant aussi pour ça, et elle n'était pas inclue partout. Mais bon. Et donc, la question se touchait en fait aux vulves, parce que c'était au centre en fait de cette exclusion implicite, puisque ce que j'ai appelé un désir lesbien, alors à chaque fois on discute, est-ce qu'il faut vraiment l'appeler comme ça, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut que j'appelle ça, désir de la vulve parce que c'est pas non plus un désir par un homme cisgenre, enfin bref, donc j'ai appelé ça désir lesbien, on peut en discuter. Mais voilà, c'est ça en fait qui structure, et c'était ça qui était au cœur des résistances, une fois qu'on essayait de comprendre pourquoi ça se focalisait là-dessus. Voilà. Alors effectivement, nous, on m'entend là ? Oui. C'est pas du tout le même genre de résistance. On est donc dans une salle des professeurs tout à fait mixte, dont Capucine disait tout à l'heure qu'elle était très militante, très active déjà. Et effectivement, quand on annonce la création d'un groupe femmes non mixte, enfin en tout cas d'une réunion non mixte, on a des réactions extrêmement virulentes de la part d'un des deux syndicats qui est FO.
FO menée par 2 hommes dans notre lycée. Et l'organisation de la réunion est perçue comme une remise en cause du collectif, une tentative de prise de pouvoir. On nous parle de scission, de rupture de l'unité. Et aussi, on nous dit, mais alors, si vous vous réunissez, c'est dans quel objectif? Visiblement, ils craignent la délation. Alors bon, voilà, donc ça fait partie. Donc, mais vraiment, on nous a parlé de délation. Donc, ce qui suggère quand même que si ils craignent la délation, c'est qu'il y a des comportements qui ne sont pas tout à fait corrects et qui peuvent expliquer cette angoisse. Alors, on a entendu, du coup, ça a donné lieu, la simple annonce a déjà donné lieu à des débats par mail. Ensuite, il y a eu des débats, c'est d'abord par mail avec pas mal d'arguments. Donc, j'essaie de vous en lister assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la question de la légalité de la réunion est posée. Est-ce que c'est légal d'interdire A? Donc nous, on dit que peu importe la légalité, on en a besoin. On nous dit aussi que la réunion non mixte, rendez-vous compte, exclut brutalement des collègues hommes. Et si eux organisaient une réunion non mixte, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on entendrait? On voit bien donc qu'il n'y a aucune compréhension du sexisme comme système en fait dans ces réactions. Donc nous on leur répond qu'il n'y a ni équivalence en fait ni effet miroir, enfin qu'on n'a pas l'intention de prendre le pouvoir en se réunissant entre femmes et que la violence n'est pas de notre côté. On nous parle donc de délation. Alors bon, déjà je trouve qu'il faudrait distinguer entre dénoncer des actes problématiques et faire de la délation, c'est quand même pas la même chose. Faire de la délation, il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui a une forme de trahison, alors que dénoncer, mais on voit bien que pour eux, dénoncer, c'est même pas envisageable, c'est tout de suite de la délation et c'est tout de suite de la trahison. Enfin, voilà, donc on nous accuse de tout cela. On nous demande aussi si les femmes ne seraient pas... Alors, il y a toute une essentialisation des femmes. Est-ce qu'elles ne seraient pas victimes par défaut dans une position d'infériorité, ce qui justifierait qu'on soit protégé dans le cadre d'une réunion non mixte, comme si on était des enfants. On nous dit vraiment ça. Donc là encore, on voit bien, nous, on oppose à ce moment-là l'essence et l'expérience. On dit que si on se réunit en réunion non mixte ou qu'on en éprouve le besoin, c'est parce qu'il y a une communauté d'expérience qui n'a rien à voir avec une essence féminine particulière. Voilà, je vous cite juste une phrase parce qu'elle était vraiment très belle. On nous a écrit que politiser et collectiviser le trauma est un errement parmi d'autres du féminisme contemporain. Voilà, et à ce moment-là, c'est une collègue qui n'imagine même pas que ça puisse être un moyen d'action sociale, politique, et que la parole qui sera... c'est une femme qui nous accuse de ça, et que la parole sera une parole publique, en fait, même si publique et donc politique aussi, et quand bien même on ne serait qu'entre femmes. Donc on a vraiment cette assignation au domestique, au privé, dès lors qu'on est des femmes qui décidons de nous organiser entre nous. Bon, après 3 réunions, on n'a pas obtempéré, bien entendu, on a fait notre réunion, et puis après 3 réunions, parce qu'on a fini par décider, après avoir fait un peu la liste des propos sexistes qu'on avait entendus les unes et les autres en salle des profs, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour le 8 mars, on a décidé d'afficher ces paroles anonymes, sans donner les noms de leurs auteurs, en salle des professeurs, avec le hashtag 8 mars. Donc là, vous voyez des images de nos affiches et nos collègues se sont retrouvés affichés sur les murs de la salle des profs, ce qu'ils ont très très mal vécu pour une partie d'entre eux. Alors là, il y a eu des effets très divers. Il y a eu du soulagement de la part de certains collègues et certaines collègues, de l'enthousiasme, un sentiment aussi de gagner en puissance. Je pense aussi pour nous de voir un peu l'effet de notre action. Mais aussi des accusations, on affabulait, on exagérait. Et puis bien sûr, on était dans la délation. On n'avait pas mis de nom, mais c'était quand même de la délation. Et puis la réaction peut-être la plus emblématique, c'est celle du chef de file de FO dans notre lycée qui a fait du chantage en disant j'ai demandé à ce qu'on se réunisse en AG, on était en pleine séquence de grève aussi à ce moment-là, mardi prochain, mais tant qu'il y aura toutes ces affiches sur les murs de la salle des profs, c'est pas possible de se réunir dans ces conditions. Chantage qui a provoqué l'arrachage anonyme, pour le coup immédiat des affiches. Le lendemain matin, il n'y avait plus d'affiches.
Voilà, donc en fait, il y a des résistances vraiment fortes. Et moi, je rebondirais un petit peu sur ce que disait Yuli tout à l'heure. Enfin, quand j'ai commencé, quand Capucine a proposé une réunion non mixte et que je me suis dit, bah allons-y, j'étais un peu comme elle dans une forme de naïveté parce que j'avais pas un engagement de très long terme en fait en féminisme. Et je me suis dit, bah oui, allons-y. Et j'ai découvert en fait à quel point c'était un acte militant à partir des réactions de la salle des profs, qui émanait aussi bien d'hommes que de femmes, d'ailleurs. Et parce qu'effectivement, on a rendu visible un problème qui jusque-là était complètement enfoui, étouffé, que personne ne voulait considérer, et que même nous-mêmes, on avait du mal à considérer, parce que un des effets de l'affichage, ça a été que les femmes du lycée, celles de la réunion non mixte, mais pas simplement, ont pris conscience en fait de l'ampleur de ces discriminations et du sexisme dans un établissement où individuellement on pouvait avoir l'impression que finalement c'était pas forcément si grave. Voilà, et je n'ai peut-être pas le temps d'évoquer la réaction de la direction, un petit peu. Donc la direction de l'établissement nous a convoqués assez vite après l'annonce de notre réunion non mixte, parce que des collègues se sont plaints et sont allés directement dans le bureau du proviseur dire que ça n'allait pas du tout. Donc le proviseur nous a demandé... il nous a pas interdit de nous réunir, mais il nous a recommandé de cesser nos affiches. Donc Capine a fait circuler, vous avez vu quelques affiches avec les dessins, là où on avait un petit peu une identification avec ces affiches, une identité plutôt. Donc il nous a dit, pas de bague, hein, pas d'affiche, vous pouvez vous réunir, mais soyez discrète. Hein. Donc on n'a évidemment jamais obtempéré, on a continué à afficher, et même aujourd'hui, c'est quand même une chose qu'on a gagnée. En plénière de rentrée, on annonce l'existence du groupe femmes, on annonce les réunions non mixtes, et aussi les réunions mixtes, parce qu'on fait les deux, à vrai dire. Et puis après, il y a eu d'autres affaires, parce qu'on n'a vraiment pas le temps là, de les évoquer, mais des affaires avec... de harcèlement vraiment précises dans lesquelles on s'est engagé, et la direction dans un cas de harcèlement d'un homme contre d'un AED contre 3 jeunes femmes AED, ça s'est soldé, pour résumer, ça donne quand même une idée de la situation dans l'éducation nationale, par une jeune femme AED qui était encore dans sa période d'essai, dont le contrat n'a pas été finalisé par le proviseur, qui a trouvé que les conditions n'étaient pas réunies, une qui a démissionné, une troisième qui a essayé de continuer à travailler, et l'AED qui, lui, était coupable des faits de sexisme et de harcèlement, a été exclu 3 semaines par mesure conservatoire, et il est revenu tranquillement terminer son année. Voilà, je sais pas si alors, quelle résistance, difficultés internes, externes, je ne sais pas par où commencer. J'essaie d'avoir... j'ai bien écrit, j'ai bien travaillé, mais j'ai pas envie de le faire comme ça. En fait, pour comprendre pourquoi on a fait ça... Nous, on s'est inspiré de l'Asthésis. Je ne sais pas si vous voyez l'Asthésis. C'est un collectif chilien qui a fait la chanson Un violeur sur ton chemin, El violador en tu camino, et qui ont fait des manifestations chiliennes dingues en 2018-2019, où elles font une flash mob, le violeur c'est toi, etc. Ça a été repris partout dans le monde. Et puis en même temps, il y avait le phénomène des collages féminicides. Donc on s'affiche, on s'impose à la vue de, etc. Donc c'était vraiment dans notre... En fait, c'est pour ça que c'est venu naturellement au Rosy, en disant, en fait, on va... Puisqu'on s'en fiche un petit peu du sort des femmes parce qu'on est dans une société patriarcale. La réforme des retraites, c'est une question sociale majeure. Or, les métiers les moins valorisés, les moins bien payés, les temps partiels, les carrières hachées, c'est les femmes en première ligne. Et en plus, il s'avère que les femmes ont moins 24% de salaire, moins 40% de pension. Et les femmes représentent plus de la moitié de la population. Donc, ce n'est pas un petit sujet que de parler de la réforme des retraites sous l'angle féministe. Donc, c'est pour ça qu'on en est venu inspirer en fait de ces mobilisations féministes, de ce vent MeToo dans le dos, et en même temps de se rendre compte à quel point c'était une façon très efficace de saboter les arguments du gouvernement de la réforme des retraites, ça nous a semblé évident.
Et puis, je parlais du moyen de fortune pour dans les mouvements en fait des opprimés, des discriminés, le chant et la danse, c'est un moyen d'expression. Bon, on le voit dans la danse, c'est bien la capoeira. On voit dans la danse le hip-hop. On voit dans la danse récemment le mouvement booty shake, hein, les femmes qui secouent leurs fesses, qui revendiquent l'appropriation de leur corps, etc. Le chant, c'est pareil. Le chant est un moyen de fortune. Par exemple, je pense à la grève des ouvrières Pennes-Sardines qui utilisent un chant pour se motiver. Et j'en parlerai sûrement dans la troisième question. Les femmes de chambre de Ibis-Batignolles, avec qui on a dansé, milité, eh bien, elles utilisaient beaucoup la danse et le chant pour occuper longtemps les hôtels. Et elles ont fini par gagner, mais j'y reviendrai après. Et donc, pour vous dire que, en fait, c'est un moyen de fortune. L'érosie, c'est la naissance d'un moyen de fortune. On est obligé de s'imposer dans l'espace public, dans l'espace médiatique, de casser les codes, de s'imposer à la vue parce qu'on ne laisse pas la place, on ne laisse pas la parole aux femmes, on ne s'intéresse pas au sort des femmes. Donc on a été contrainte à ça. Et c'est là où on s'est rendu compte au niveau des résistances, des difficultés, du poids du patriarcat structurel dans la société, mais aussi dans nos organisations. Et on se l'est pris alors la chape de plomb. D'abord, d'une part en externe, donc sur les réseaux sociaux, on a eu des lynchages sexistes absolument hallucinants. Évidemment, le camp réactionnaire, on était prêts et prêtes à l'entendre, hein. Donc on s'en est pris plein la pomme, beaucoup de mèmes, de gifs, on se moquait de nous parce qu'on osait s'afficher et affirmer plutôt que d'y voir du politique, on voulait délégitimer notre action en nous disant ce que nous faisions était ridicule, on était des potiches, on était des pauvres-filles et même des petites connes. Et ça a été jusqu'à l'Assemblée nationale, le député Meyer Habib qui a dit il y avait des députés de gauche qui avaient dansé avec nous devant l'Assemblée nationale. Et il avait dit dans l'hémicycle, mais vous vous rendez compte à quoi elles sont réduites ces petites connes. Ça avait fait un tollé, etc. Donc avoir des revendications féministes liées au travail, c'est être des petites connes parce qu'on osait le porter différemment. Ça, c'est d'un point de vue externe, avec finalement le camp réactionnaire, rien de très étonnant, hein. Mais là où, dans le mouvement social et au sein même de notre association, on ne pensait pas, au début, il y a toute une partie où voilà, c'était un truc de bonne femme. C'est vrai que les femmes, elles ont l'habitude de faire un peu leur intéressante de cette façon-là. C'était gentillet. Voilà, soit c'était inutile, soit c'était ridicule, c'était pas grave. Mais là où quand ça a commencé à vraiment avoir du succès, parce que en 2019, il y a plusieurs médias qui ont décidé de s'en emparer en fait de cette question. Et la retraite à points, c'était vraiment et pareil en 2023, c'est revenu sur le devant de la scène la question du sort des femmes et ça a repris de plus belle. Quand effectivement on s'est rendu compte de l'efficacité, il y a toute une partie qui a adhéré. C'est pour ça qu'en 2023, c'était beaucoup plus facile. Mais en 2019, on a eu des résistances très fortes. Donc sur la forme, je vous l'ai dit, ce truc de bonne femme, mais sur le fond, c'était vraiment qu'on divisait la lutte. Voilà, c'était on osait en fait le concept même d'érosie, d'oser genrer un sujet politique dans un mouvement social, c'était considéré comme diviser la lutte, comme être un appel à l'inégalité, quoi. Alors que c'était complètement le contraire. Mais d'oser en fait dire, alerter sur une situation particulière, mais particulière qui est en fait majoritaire, eh bien on nous taxait de cela. Et c'est là où on voit que la lutte des classes dans nos mouvements sociaux a encore une vision assez universaliste, c'est-à-dire oser aborder un sujet sous un prisme d'une catégorie, eh bien, ça va à l'encontre du système égalitaire. Et c'est pour ça que nous, enfin, l'aventure a été telle et les résistances et les difficultés. Alors, il y a eu des choses chouettes, hein, franchement. Au niveau syndical, on a été très soutenus par les syndicats comme la CGT, FSU et Solidaire, parce que c'était par les femmes, en fait, de ces syndicats qui ont vraiment vu un enjeu important, articulé féministe travail, mais que ça marchait très très bien. Donc grâce à ce soutien, ça a vachement contribué. Mais on a quand même été obligés d'expliquer tout ça. C'est pour ça qu'on a fait ce livre, le manifeste d'Érosie, et qu'on a choisi volontairement le féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel. Et ça, en fait, moi, ça m'a marqué, quoi. J'avais vu ça il y a des années, j'ai dit, bah ouais, c'est vrai, c'est comme on dit l'écologie. C'est quoi l'écologie
Voilà, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Bon, voilà. Et bien là, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, et nous, du coup, on s'est rendu compte qu'on a pu aller un peu plus loin pour répondre aux critiques. On s'est dit, ben non, sans féminisme, la lutte des classes, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où on s'interroge sur la question structurelle. Et je reprends du coup une citation de Rokhaya Diallo sur la non-mixité. Elle dit « Centrer les espaces autour des voix de ceux qui subissent l'oppression est le seul moyen pour eux d'identifier des stratégies pour déconstruire les inégalités structurelles. » Et en fait, c'est un peu ça l'ère aussi, quoi. C'était notre façon de faire. Par cette expression de non-mixité, c'était la seule façon d'imposer quelque chose dans ce monde patriarcal. Oui, du coup, par rapport à les critiques, les attaques ou voire les difficultés, moi, je distinguerais les deux. Donc, d'abord, tout ce qui est les critiques et les attaques, en ce qui concerne donc, la grève féministe en Suisse, elles viennent d'abord de l'extérieur de l'espace féministe et de notre mouvement. Elles viennent, par les hommes, par les collègues, par les camarades, par les médias, par la presse, par la politique, enfin voilà. En ce qui concerne du coup les camarades hommes, les collègues, que ce soit dans les syndicats ou comme ça dans les partis politiques, c'est vrai que ça nous a souvent été dit ou reproché de manière informelle, sous le ton des remarques, mais c'est vrai que parfois c'est aussi dit publiquement, via justement des articles de presse ou des articles d'opinion partagés avec, dans les courriers des lecteurs, des lectrices, de la part des hommes, mais aussi femmes politiques de droite. Et du coup, là, certains ex-journalistes également partager les critiques en fait à l'encontre du mouvement féministe en Suisse, parce que c'est vrai que c'était quelque chose de complètement innovant, novateur, personne s'y attendait, donc c'est vrai que ça a frappé en fait tout le monde, bien qu'évidemment c'est aussi inscrit en fait dans un sillage et dans une vague internationaliste des mouvements en fait déjà en 2018 en État espagnol, mais aussi Chili, Italie, Pologne, etc. Mais du coup c'est vrai qu'on a été beaucoup critiqués et puis aussi par les féministes de droite, ou je ne sais pas chaque fois s'il faut les nommer des féministes, mais ces personnes-là en fait nous reprochaient non seulement donc notre mode d'organisation à l'interne, donc la pratique de non-mixité ou la mixité choisie au sein des collectifs de la grève féministe à travers la Suisse, mais également en fait ces personnes-là nous reprochent également notre ligne politique, en fait la ligne politique que nous construisons, les revendications en fait que nous portions. Et en fait ce que nous pouvons dire en fait à cela, c'est que la critique politique en fait de fond, en fait, sur notre programme, notre manifeste, nos revendications, elle s'accompagne en fait à chaque fois d'une critique de forme qui est pour moi un peu superficielle. C'est juste que la première, en fait, la critique de fond en fait sur notre programme politique, notre manifeste, en fait, elle est souvent cachée, en fait, elle est camouflée et qui laisse en fait transparaître uniquement la critique sur la forme de notre mouvement. Pour moi, de la sorte pour viser en fait dans le but de tromper la population lambda, des personnes qui ne sont pas nécessairement des personnes militantes. Et que du coup en fait ces personnes-là soient hostiles en fait naturellement envers le mouvement féministe en disant voilà, ces personnes-là c'est remisqué entre elles, ces personnes-là prônent l'inclusivité mais pourtant elles sont très exclusives, etc. Et du coup le but c'est de nous détourner en fait de nos objectifs, de dire du mal en fait sur le mouvement féministe. Et du coup c'est pour ça que je la nomme comme superficielle, mais c'est vrai que je tiens aussi à préciser, même si c'est pas le sujet ici, que ces critiques-là des gens de la droite ou des journalistes nous est pas uniquement adressé en fait sur le prisme, l'aspect de la mixité ou non-mixité, mais également sur d'autres caractéristiques du mouvement féministe en Suisse. Par exemple, le fait qu'on s'organise de manière décentralisée, qu'on n'a peut-être pas forcément des structures nationales unifiées, le fait qu'on n'ait pas des présidences ou des porte-paroles, ça a été beaucoup critiqué par les journalistes. À chaque fois, c'est un peu compliqué, qui va prendre la parole, etc. Et nous, on essaie de dire qu'on a des groupes de travail sur les différentes thématiques et que quand c'est sur le 25 novembre, c'est des camarades sur le groupe violence, et quand c'est sur les retraites, c'est des camarades syndicalistes, etc. Mais c'est très, très incompris, mais y compris aussi par les services de la ville, la municipalité, par exemple, quand on doit remplir des formulaires pour la demande d'autorisation de manifester, quand on doit négocier avec la ville, les pompiers, etc. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe, les tracés, les trajets de nos manifs. Déjà, c'est chaque fois des âpres négociations, mais à chaque fois, voilà, c'est incompris. Pourquoi il n'y a pas une seule personne, un seul numéro, etc. Donc, voilà, je voulais juste dire qu'en fait, il n'y a pas que la non-mixité ou mixité choisie. En fait, il y a tout qui est critiqué, et pour nous, c'est plutôt en fait une critique aussi de fond, parce que derrière ça se cache une critique des gens qui ne partagent pas en fait les idées anticapitalistes tout simplement. En ce qui concerne les difficultés, du coup pour nous, cette fois-ci elles sont plutôt internes, donc je dis que c'est des difficultés et pas des critiques à l'interne que nous avons pu constater et connaître
en fait, à l'intérieur. Donc, au-delà du fait que nos collectifs se réunissent sur cette forme-là, il faut souligner qu'en fait, ils sont ouverts vraiment à toute personne, en fait, sauf aux personnes donc, qui sont des hommes cisgenres. Donc, ces collectifs, ces réunions sont vraiment ouvertes à toutes les personnes qui se reconnaissent en fait dans nos revendications, dans nos manifestes qu'on a rédigés de manière voilà, pendant 6 ou 8 mois en 2018 et en 2019, qui a lancé en fait le mouvement. Et c'est notre texte fondateur et programmatique également. Mais en fait, on se rend compte, en fait, ça c'est une critique qu'on peut se faire à nous-mêmes, c'est qu'il ne suffit pas en fait de pratiquer la non-mixité ou la mixité choisie pour nécessairement attirer des personnes non-binaires ou des personnes trans. Il ne suffit pas en fait d'avoir ces formats-là des réunions, mais en fait, il faut autre chose. Et puis c'est vrai que comme on avait aussi souligné dans notre contribution dans ce numéro de revue, c'est vrai que les collectifs de la greffe féministe en Suisse sont quand même majoritairement composés des femmes cisgenres blanches. Et puis après, en deuxième partie, en deuxième ordre, je ne sais pas comment je dirais, des personnes queer, et nettement moins des personnes trans ou des personnes non-binaires. C'est vrai qu'on estime que cela est dû aussi au fait que, à part quelques revendications et thématisations sur ces questions-là de transphobie ou queerophobie, on estime que c'est parce que notre mouvement ne thématise pas ces questions-là suffisamment. C'est un reproche qui nous est fait parfois, y compris par les milieux féministes ou les milieux militants, les espaces militants qui réunissent en fait plutôt les personnes trans, queer et autres. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est à la fois effectivement incontestable, donc on dit c'est vrai, mais pour nous, en fait, ça relève de notre stratégie politique, dans le sens que nous, la greffe féministe en Suisse, ou nos collectifs, là je parle de collectif vaudois à Lausanne, mais c'est le cas des autres collectifs aussi à Genève ou ailleurs, en fait on n'est pas de ce qu'on nomme des single issue movements, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme nous toutes, par exemple en France, qui luttent que sur la question des violences, ou, ou des Rosy ou d'autres, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un contexte beaucoup plus large, dans un mouvement politique large qui englobe justement des revendications et thématiques féministes dans une critique plus large contre le capitalisme, contre l'impérialisme et contre justement tous les systèmes de domination, de race, de classe et de genre. Donc voilà, après, je voulais aussi souligner que c'est vrai qu'on peut se questionner et on se questionne continuellement au sein de la greffe féministe et au sein de nos collectifs sur cette pratique de la non-mixité choisie, de la non-mixité et mixité choisie comme outil d'organisation, parce qu'en fait, elle est non seulement qui est mis en place en fait entre les personnes qui subissent directement cette oppression de genre ou des races, mais aussi pour les personnes qui subissent en fait l'exploitation de classe. Quand je dis directement et tout, je pense que que les hommes aussi subissent nécessairement et souffrent de systèmes de domination masculin, mais c'est vrai qu'il y a tout dans la société qui leur est donné et toutes les structures leur sont enclines, qui fait que peut-être c'est pas nécessaire qu'ils se réunissent entre où elle et où. Et pour la dernière ligne que je voulais souligner, c'est que d'un point de vue féministe, ce que je considère à titre personnel, c'est qu'avec le prisme de genre, je dirais que finalement, dans chaque groupe social, que ce soit en fait dans des réunions syndicales, entre les travailleurs et travailleuses réunis dans une réunion syndicale, ou que ce soit entre les personnes non racisées, non blanches, dans un collectif antiraciste, j'ai l'impression que c'est vraiment nécessaire d'avoir encore des réunions en fait en non-mixité ou en mixité choisie. D'un point de vue de prisme, j'ai l'impression qu'il est vraiment indispensable de réserver des espaces non mixtes et des mixités choisies pour les minorités de genre. Après, voilà, je me pose aussi la question parfois sur ça, mais j'y développerai à toute fin. Alors justement, plusieurs des interventions ont évoqué notamment la question de la peur du prise de pouvoir des femmes, ou des formes d'attaque en séparatisme, en communautarisme que la non-mixité peuvent susciter. Donc pour terminer ce premier tour de table ronde, on voulait vous demander comment ces expériences militantes, justement, en non-mixité, elles s'articulaient avec d'autres pratiques militantes. Alors peut-être d'autres contours de non-mixité. Tu t'évoquais un peu les enjeux autour de la mixité choisie, par exemple, ou alors aussi avec des pratiques militantes en mixité. Et donc voilà, comment ces différentes expériences s'articulent. Alors, en ce qui concerne mon travail du coup sur l'Allemagne, en particulier Berlin, en fait, ces milieux, en tout cas pour les années 2010, sont donc c'est des milieux non mixtes, c'est un mode de vie, il y a des événements, etc. Mais après, chacune, elle fait ce qu'elle veut. Et donc, on a des militantes qui vont pouvoir s'organiser pour organiser la manifestation du 8 mars ou un autre événement féministe, certes, mais elles vont souvent avoir un autre engagement ailleurs. Donc, il y en a un peu partout, dans plein de mouvements différents, souvent mixtes.
Mais on peut dire que quand même un mouvement qui a le plus mobilisé dans ces cercles, c'est le mouvement des réfugiés de la Orientplatz des années 2010-2011. 2011, je crois que ça commence, et qui est donc un mouvement donc c'est avant la crise syrienne. Enfin, il y avait déjà des Syriens qui arrivaient, mais c'est le tout début. C'est plutôt des personnes du continent africain et en particulier des Soudanais qui se mobilisent et marchent tous depuis les différentes villes où ils ont été dispatchés, parce que quand les réfugiés sont dispatchés dans toute l'Allemagne, vers Berlin, et occupent la Oranienplatz, qui est une place de Kreuzberg, Kreuzberg étant un quartier militant historique. Et ils s'installent avec des tentes, et là, en fait, les personnes qui vont être les alliés, celles qui vont faire les supporters, elles ont été appelées, c'est beaucoup des femmes des milieux non mixtes qui vont donc faire tout ce travail de ravitaillement, aussi travail médiatique, enfin un travail qui est largement invisible en fait, parce que l'idée c'est de mettre en avant les réfugiés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une alliance avec les femmes réfugiées à un moment, une non-mixité qui s'est faite avec les femmes réfugiées. Autour des enjeux de violence sexuelle qui étaient assez... c'est une violence assez importante hein, d'hommes qui rentrent dans les tentes. À un moment, ils sont passés sur... ils ont occupé une école quand il a commencé à faire très froid. Et là, la première revendication des femmes a été de créer un women's space et de mettre une porte blindée. Donc en fait, elles ont pris de l'argent pour mettre une porte blindée et pour mettre des verrous aux toilettes. Donc c'est des choses comme ça qui sont faites. Et là, ce qui était intéressant, c'est de voir la confrontation entre les deux types de non-mixité, celle qui est vraiment une non-mixité de protection et très revendicative contre des hommes violents, et l'autre qui est presque une non-mixité qui ne dit plus son nom, qui est presque naturalisée en fait, et parfois, elles ne se comprenaient pas, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en a, quand on leur disait comment est-ce que vous vous organisez, quand les femmes réfugiées voulaient s'inspirer de comment elles avaient fait, voilà, la réponse était toujours un peu à côté de la plaque par rapport aux enjeux qu'elles vivaient. Alors, je précise quand même que ces femmes réfugiées, elles sont réfugiées politiques, donc elles avaient elles-mêmes une expérience militante. Il ne faut pas avoir une vision misérabiliste d'elles, et donc beaucoup, en fait, étaient au moins engagés pour les droits humains au Soudan ou ailleurs, hein, ou journalistes ou intellectuels, etc. Donc, ce n'est pas aussi n'importe quelle femme migrante qui était dans ce mouvement, mais il y en a eu certaines qui ont été embarquées dedans. Et voilà. Et il y avait pas mal de lesbiennes aussi qui avaient juste fui pour des raisons de lesbophobie. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci. Donc sur l'articulation non-mixité et mixité, pour ce qui est du groupe femmes de notre lycée, en fait, le groupe femmes donc, qui se réunit en non-mixité, il a impulsé des cadres mixtes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le groupe femmes qui s'est réuni, et puis aujourd'hui c'est plutôt poursuivi à titre de réseau, donc, parce que maintenant c'est une expérience qui a 4 ans, donc de partage, de ressources, de lecture, etc. Et ensuite il a impulsé donc des réunions mixtes qui étaient un peu le groupe femmes et ses alliés. D'un côté, donc d'un point de vue militant, qui a permis par exemple de participer donc, à la grève féministe, c'est-à-dire que du coup depuis la création du groupe femmes, chaque 8 mars en fait, il y a toujours eu un cortège dans la rue du lycée, et on était en grève, donc très majoritairement des femmes, mais aussi des hommes. Pareil pour le 25 novembre, etc. Il y a aussi, ça a impulsé un cadre donc plus professionnel, parce qu'en fait, au sein du groupe femmes, je l'avais dit, mais il y a aussi la question du rôle en tant qu'enseignant. Et donc, ça a impulsé la création d'une demande de formation sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, la création d'un groupe de profs formés pouvant faire des interventions auprès des élèves, donc et qui, donc, du coup, qui a poursuivi sa vie et qui est un cadre mixte, pour le coup. Et puis, d'autre part, donc, le groupe non mixte, il a aussi,
fait qu'on a davantage investi donc l'AG, puisque l'AG au lycée, c'est le lieu où se prennent les décisions militantes. Et dans les premières, une bonne part des premières réunions non mixtes a été consacrée au fait qu'on se sentait, que c'était difficile de prendre sa place dans l'AG et que pas mal d'entre nous, finalement, la désinvestissaient du fait de difficultés dans la prise de parole qui étaient accaparées par des hommes, d'invisibilisation, etc. Donc du coup, ça nous a amené à mener des actions dans l'AG. Donc notamment une fois, c'était une espèce de un peu d'happening aussi, une prise de parole collective en chorale en fait. On s'était disposé aux différents endroits de la salle et on a lu un texte par petits bouts chacune, donc évoquant les difficultés donc avaient marqué les choses et qui a marqué le début, je pense, d'un plus fort investissement dans l'AG où on a décidé de contrer les pratiques d'invisibilisation en se mettant d'accord, par exemple, sur le fait que si une femme intervenait et quand la suivante elle intervenait, elle allait citer l'intervention de la femme précédente, parce que les hommes, ils font toujours ça et ils oublient les femmes qui sont intervenues entre-temps. Donc d'essayer d'inverser les rôles, de demander des choses classiques comme l'alternance homme-femme, etc., qu'on n'a pas forcément obtenu, mais qui ont changé le climat des AG. Donc c'est un peu un acquis, je pense, du groupe femmes, de la même manière que lors des grèves, dans le cadre intersyndical, souvent CGT, solidaire, FSU, dans notre cas, en fait, il y a des contacts qui sont pris du groupe, qui viennent du groupe femmes, mais d'habitude de travailler ensemble et qui ont aussi infusé dans le cadre intersyndical. Donc, en fait, il y a quand même une association entre les cadres non mixtes et les cadres mixtes, ce qui peut, du coup, par ailleurs, pose des problèmes en fait, dans l'investissement militant, parce qu'en fait, ça peut provoquer un peu un épuisement, parce qu'en fait, on est du coup sur tous les fronts, quoi. Voilà. Et donc, là, je te passe la parole. Oui, l'épuisement, c'est notamment qu'aujourd'hui, le groupe femmes se réunit finalement assez peu. On a du mal à impulser les réunions. On s'est rendu compte aussi, parce qu'à l'origine, on s'était dit qu'on voulait s'organiser de façon plus horizontale et de partager davantage les tâches que dans l'AG traditionnel, où on a l'impression qu'il y a d'ailleurs au lycée ce qui s'appelle le bureau des bureaux, où les deux syndicats principaux, avec leurs deux représentants principaux, alors 2 femmes du côté du SNES et 2 hommes du côté de FO, se réunissent et prennent les décisions, se réunissent. Après les AG, établissent les textes, font les délégations, etc. et ont une part de responsabilité quand même très lourde. Et donc nous, on s'était dit au groupe femmes qu'on voulait rompre avec ça et essayer de se répartir les tâches et que chacune à son tour impulsait la réunion ou la prise de notes, le compte-rendu, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on doit être vraiment surchargé parce qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas du tout à faire circuler la prise en charge. On y arrive difficilement à faire circuler la prise en charge. Ça se limite à quand même quelques personnes et que quand ces quelques personnes-là sont épuisées, il ne se passe plus rien. Donc, je suis désolée d'être un peu plus négative que toi, mais il y a cet effet-là. Et en même temps, comme je le disais, on annonce quand même à chaque rentrée qu'on existe. Et quand il y a... ça produit un effet, simplement ça, cette prise de parole de rentrée, le fait de dire il y a un groupe femmes, il y a des réunions. Je pense que pour les nouveaux collègues, ça place un cadre, ceux qui arrivent, il y en a quand même beaucoup. On est dans le 93, donc il y a un gros turnover. Ça place un cadre d'emblée et on n'a pas retrouvé les mêmes problèmes, les mêmes difficultés qu'il y a 4 ans. En fait, on a l'impression que ça se tasse un petit peu. Qu'en salle des professeurs aussi, il y a moins d'humour sexiste, que les hommes dans leur ensemble ont compris des choses. Voilà, donc c'est pas parfait, mais voilà. Je sais pas si... Sur la gestion mixité, non-mixité, c'est un peu compliqué parce qu'encore une fois, les Rosies, c'est un concept, c'est un mouvement. Ça veut dire qu'on ne sait pas quelle est la pratique des autres collectifs. Reste que l'objet social de l'existence même des Rosies, c'est d'imposer une revendication féministe dans un mouvement social. Alors à l'origine, c'est lié au travail, c'était les retraites, mais finalement, les Rosies n'avaient pas vocation à se pérenniser. En fait, normalement, c'était juste du one-shot pour les retraites. Et le succès nous a débordé et il y a de nombreux collectifs Rosies aujourd'hui pérennes qui sont devenus des collectifs féministes à part entière.
Et on l'aborde aussi du coup dans le bouquin où justement, naturellement, dans nos revendications, on articulait la dimension féministe avec la question sociale, mais on l'articulait aussi les violences sociales et les violences, les violences sociales, l'articulation avec les violences sexistes et sexuelles. On montrait que voilà, on a fait cette articulation là également, ce qui fait qu'à partir du moment où c'est sorti de la question vraiment sociale et qu'on a traité aussi la question des violences sexistes et sexuelles, eh ben, les Rosies se sont pérennisées. On a pu voir différents collectifs Rosies réagir au scandale de violences sexistes et sexuelles, de faire des apparitions quand il y avait eu Polanski au Festival de Cannes, de faire, là, il y a eu 4 collectifs Rosies qui se sont réunis pour soutenir Gisèle Pellicot et qui lui ont fait une danse, etc. Donc, c'est difficile de savoir si la non-mixité est imposée. On va dire que de fait, l'objet social fait que ça règle les choses. Nous, en tout cas, au niveau, quand on l'a créé sur Paris, quand on avait nos cortèges, on voyait un enjeu majeur à ce que ce soit non mixte parce qu'il fallait vraiment rendre visible ce bloc de femmes qui allait être impacté sévèrement. Et dans la gestion mixte, c'est-à-dire avec les hommes, ils étaient plutôt attribués, donc dans les manifestations, à nous c'était ça, c'était danser, chanter dans des manifestations. Donc on les appelait les Rosie Boys parce qu'il faut savoir que tout s'est construit dans un groupe très mixte en fait à la base. C'est un groupe vraiment très mixte. Du coup, naturellement, ce sont des hommes en déconstruction ou déconstruits, donc ils se sont jamais posé la question de savoir s'ils devaient se mêler à nos chansons ou tout ça. En revanche, vraiment de la prise en charge logistique, du SO, de la distribution de tracts, etc. Ils se sont naturellement mis aux tâches, les rôles sont inversés, ils se sont naturellement mis aux tâches physiques, logistiques, pour nous laisser la scène, le devant de la scène, etc. Donc nous, on a cette expérience-là, en tout cas, au sein de nos cortèges, et je sais que dans d'autres collectifs, c'est une non-mixité. Enfin, j'ai jamais vu d'hommes sur leurs photos, voilà, c'est vraiment une non-mixité. Et à l'inverse, je sais qu'il y a d'autres collectifs où c'est très mixte, voilà. Et ça, c'était donc jusqu'à 2023. 2023, quand on a relancé les Rosies, c'était donc la réforme des retraites, mais c'était plus les points. Le système de la réforme par points, c'était 1 euro cotisé, 1 point de retraite. Donc, comme les femmes ont moins 24% de salaire, c'était très facile de se rendre compte, voilà, que ça allait pénaliser les femmes. Sur l'âge, c'était plus compliqué puisque c'est la question de repousser l'âge. Donc, il y a tout un secteur qui est impacté et pas que féminin. Donc, on a décidé de continuer la mise en valeur de la question féministe dans nos chansons, mais on a un petit peu adapté de sorte que, c'est pour ça qu'on a adopté au départ le concept des Rosies zombies, donc on se grimait, en plus on avait le bleu de travail, le fichou rouge, les gants jaunes, et en plus on se faisait un maquillage de zombies pour incarner la mort, ce sort qu'allait nous réserver cette réforme des retraites en nous enlevant 2 ans de vie. Ce qui a permis un petit peu de désaxer tranquillement la question très 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 genrée pour justement avoir des cortèges un peu plus mixtes, et ce qui a correspondait au mouvement massif qu'on a pu voir en 2023 avec ces millions de gens dans la rue. Finalement, le fait de s'adapter un petit peu, même si on a été très chevillé au corps sur la nécessité de la non-mixité affichée, mais reste que c'était quand même ça a vraiment ça a correspondu ça a correspondu à ce qui s'est passé dans la rue, donc voilà. Et ah oui, pour vous dire, j'ai déjà été longue, mais ce qu'on a remarqué aussi sur la non-mixité, l'enjeu dans les cortèges, c'est que les manifestations aujourd'hui, c'est dangereux. C'est quelque chose où on est confronté à la répression, on s'en prend plein la pomme. Et pour les femmes, il y a un enjeu particulier. Cette confrontation à la violence, voilà, c'est un impact particulier, mais aussi parce que les femmes, traditionnellement étant aux prises d'engagement dans la sphère familiale, personnelle, donc que ce soit les enfants, que ce soit aider le papy, la mamie, etc., elles ne peuvent pas se permettre d'avoir 24 heures
heures de garde à vue, elles ne peuvent pas se permettre d'être blessées en fait. Et le fait d'avoir ces cortèges de femmes où on a les mêmes problèmes, les mêmes risques, les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, eh bien on avait tout un système d'accompagnement dans nos cortèges. On a fait des kits manifs spéciaux féministes, donc avoir le kit règles, on se relayait pour les enfants, on prévient les proches si jamais il y a des soucis, etc. Donc il y avait une vraie conscientisation dans ça, et c'était pour dire que en soi, il y a un enjeu vraiment dans la non-mixité. Au-delà de la question pratico-pratique, il y a au-delà de la question politique, il y a la question vraiment pratico-pratique. Et du coup, effectivement, sur la question, comment on articule en fait ces pratiques-là avec d'autres espaces, c'est vrai que dans le cadre de mon expérience militante, qui est celle du coup, de la grève féministe, c'est vrai que de s'organiser en mixité choisie ou en non-mixité, c'est une véritable culture militante ou une culture féministe. Je ne sais pas si je pourrais le dire ou si c'est nommé comme ça dans les textes sociologiques, mais j'ai l'impression que pour nous, autant s'organiser de cette façon-là, c'est quelque chose de féministe. Mais comme par exemple le fait que dans les réunions de la grève féministe, dans la mesure du possible, on essaie de à chaque fois varier par exemple les jours de réunion pour que ça soit accessible aux mères, aux travailleuses, de choisir bien à quel moment, parce que on sait que les travailleuses de privé terminent tard, etc. Ou par exemple d'éviter des fois les samedis, d'avoir aussi par exemple l'interprétation en langue de signes, parce qu'on a quand même aussi des personnes malentendantes ou sourdes. Après ça demande beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'épuisement aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que du coup on articule à la fois ça avec les modes en mixité, parce que comme ça a été dit aussi tout à l'heure, on organise évidemment les manifestations, les mobilisations mixtes, publiques. En fait, j'ai envie de dire, tous nos événements publics, que ce soit des conférences, des tables rondes, se font en mixité, ce qui n'est pas un problème. On a adopté simplement en fait un mode d'ordre, c'est qu'on dit chaque fois la marée violette, parce on prend aussi la couleur violette, la marée violette dans les premiers rangs des manifs, et puis après tous les autres. Mais après, on aime bien quand même mettre un peu l'ordre. D'abord, les collectifs féministes, que ce soit des lieux de travail, des associations ou autres. Et après, on met des associations. Après, on met les syndicats et les partis politiques tout à la fin. Après, il y a toujours les combats sur les drapeaux, etc. Mais voilà. Après, l'expérience en fait de la mixité choisie ou de la non-mixité, elle s'applique pour nous aussi dans d'autres espaces militants, dans d'autres pratiques militantes, comme ça a été dit, de faire les banderoles, les pancartes ensemble, de créer des chansons, de répéter des chorégraphies. Même quand on fait des prises de parole publiques, c'est jamais une seule personne, on est souvent plusieurs à réciter une prise de parole, on rédige ensemble des discours. Pas toujours, mais on essaie de le faire vraiment dans la mesure de possible. Donc voilà. Et puis dans une pratique autre qui n'est pas celle militante, mais je tiens à la préciser parce qu'on l'a vécu malheureusement la semaine passée, c'était aussi dans une pratique de deuil. On a perdu un camarade féministe de notre collectif qui avait 69 ans. Ça nous a beaucoup évidemment attristés. Et puis en fait, dans des espaces de la grève féministe, entre nous, on a aussi ces espaces de sociabilité qui ne sont pas forcément des espaces militants. Mais moi, c'est la première fois, par exemple, que j'ai pratiqué, et ça a été tout spontanément. On ne s'est pas dit qu'on allait faire ça, mais pratiquer un deuil de cette façon-là entre les camarades féministes, c'était très touchant. Donc je voulais aussi le partager. Évidemment, dans d'autres espaces militants où j'ai pu militer moi, dans des partis politiques, cette culture militante de la non-mixité n'existe pas, y compris dans les groupes de travail qui traitent des questions féministes. À chaque fois, c'est avec les camarades hommes. Ou par exemple, pour les collectifs de la grève féministe à l'université, là, il y avait aussi des profs hommes parce qu'il fallait organiser la journée du 14 juin ou du 8 mars. Et du coup, là, c'était en mixité. Et à toute fin aussi, je tiens à préciser en ce qui concerne ma casquette de syndicaliste et l'expression de ces pratiques, c'est vrai que c'est assez divergent. C'est le cas de syndicats où je travaille, donc c'est le syndicat de privé, donc UNIA, qui est un peu équivalent de la CGT, mais la même chose pour mes collègues de syndicats des services publics, Maria et Vanessa. On a ces commissions en fait femmes ou féministes. On essaie de les nommer féministes, mais il y a beaucoup de résistance. Et on a des commissions migration, des commissions jeunes, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on peut se poser la question de l'utilité ou pas de ces endroits. Le fait qu'en fait, si elles n'existaient pas, moi je ne suis pas persuadée qu'il faut qu'elles existent, mais disons qu'en même temps, si elles n'existaient pas, les questions sont simplement invisibilisées ou oubliées. En fait, comme par hasard, les questions en fait, d'harcèlement sexuel ne sont jamais vraiment comprises comme des questions syndicales au même titre que le temps de travail, paiement des heures supplémentaires, 13e salaire, etc. Et la même chose sur les questions des migrations, sur les questions de jeunes ou les questions des retraités. Ces questions-là sont très très souvent invisibilisées, et puis le fait qu'il n'y ait pas des groupes ou des commissions, je pense, empêche ça. Même si
je suis pas persuadée que d'avoir toujours en fait un agenda syndical et un agenda de la commission femmes ou de la commission migration est utile, mais le temps que ça n'existe pas et que l'un n'intègre pas l'autre, bah voilà. En guise aussi de conclusion, l'appréciation et réflexion que moi j'en fais en fait de ces pratiques ou cultures militantes est la suivante. Moi, je pense que la pratique de la non-mixité ou de la mixité choisie devrait être dans un premier temps en fait une première étape qui nous mène ensuite vers la mixité, parce qu'au final, c'est vrai qu'il faut que nos luttes et nos revendications, celles de 99%, celles enfin voilà, d'un monde sans les classes, etc., sans les dominations, devraient être portées vraiment par tout le monde et par toute la société finalement. Maintenant, la question qu'on se pose, que je me pose, et peut-être qu'on doit aussi se poser collectivement, c'est combien de temps cette première étape devrait durer en fait, dans la chronologie, mais aussi, je me dis, en fait, d'un point de vue stratégique, tactique, politique, en fait, combien de temps cette première étape en non-mixité devrait durer. Ou alors, ce que vous avez exprimé, vous, dans le cas de votre lycée, c'est est-ce qu'il faut en fait les 12 espaces, donc est-ce qu'à chaque fois, il faut doubler des réunions et faire les 2 fronts en parallèle. Et moi, je me dis, bah, pourquoi pas, tant que le front en non-mixité, en mixité choisie, puisse être réactivé à chaque moment, lorsqu'on en ressent le besoin ou lorsqu'on voit que bah, ça ne joue pas. Mais en même temps, le risque que je vois dans ce genre de pratique en doublant les 2 fronts, c'est qu'il y a en fait un vrai front politique qui réfléchit, qui conceptualise, et un deuxième, c'est le non-mixité qui est entre guillemets un simple groupe de parole entre les premières concernées par l'oppression. Et quand je dis un simple groupe de parole, j'en suis pas péjorative. Pour moi, c'est juste pas du tout la même chose, un groupe de parole entre les opprimés qui partagent leurs souffrances ou autres, qu'un groupe qui réfléchit en fait à un programme politique, voilà, à des luttes, à des revendications. Et c'est juste là où je me pose la question, est-ce que du coup les 2 doivent coexister, un au profit de l'autre, enfin, comment faire en attendant que le monde soit parfait comme on le souhaite en tant que féministe. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion parfaite. Et donc on peut ouvrir la discussion avec le public, avec la salle. Donc il y a un micro baladeur quelque part, c'est ça, voilà, qui arrive. Donc le temps de préparer vos questions. Oui, je suis Nicole Kerschen, je suis luxembourgeoise et je travaille sur l'égalité homme-femme au niveau européen. Donc je fais un rapport sur Luxembourg, mais il y a quelqu'un qui fait un rapport sur la France, etc. Je vais réagir un tout petit peu parce que je suis venue parce que je me suis demandé ce que vous alliez mettre sous non-mixité, parce que je n'ai pas compris, enfin, je ne comprenais pas de quoi on parlait. C'est peut-être dû à mon âge, à ma génération, ou je ne sais pas quoi, mais je ne comprenais pas. Alors ça, c'est le premier commentaire, donc j'ai un peu mieux compris. Et deuxième commentaire, je voudrais faire un commentaire sur la question des retraites. Parce que je ne vois pas comment on peut parler, comment dire, comment on peut mettre la non-mixité, non, la mixité en avant par rapport aux retraites. Je vais m'expliquer. Les systèmes de retraite ont été construits dans un monde où il y avait un partage des rôles entre hommes et femmes. Les systèmes de retraite ont été construits même avant 1945, donc il y a très longtemps. Et la façon de faire avancer ce modèle, c'est effectivement à travers des mouvements femmes. Moi, ça me semble évident. En Europe, aujourd'hui, quand vous faites une réforme des retraites, il y a les mouvements femmes qui essayent de trouver un compromis entre elles et ensuite montent au niveau politique. Ça a été fait en Allemagne avant la réforme Schröder, donc il y a 25 ans. C'était très intéressant. J'étais présente en Allemagne quand les femmes ont essayé de tendances très différentes à se mettre d'accord et à dire voilà comment on veut que ce modèle, qui est un vieux modèle, un modèle traditionnel, comment on veut que ça avance. Et donc, pour moi, si vous l'appelez non-mixité, moi je veux bien, mais je veux dire que les mouvements femmes aujourd'hui en Europe, notamment par rapport aux questions de retraite, Luxembourg va faire une grande réforme des retraites. Il y a les mouvements femmes qui ont fait un manifeste et qui disent on veut sortir de ce modèle et comment on veut sortir. Donc moi, ça me semble aller de soi, en tout cas pour ce créneau-là. Pour d'autres créneaux, c'est peut-être pas aussi évident. Mais pour ce créneau-là, je ne vois même pas pourquoi il faudrait en discuter. Donc, c'est simplement un commentaire. Je pense que la question même des systèmes de protection, mais même les systèmes de protection sociale en Europe, ça me semble évident qu'il faut quelque part faire évoluer ces vieux systèmes qui ont été faits dans un monde
autres. Et il faut les faire évoluer. Mais j'ai aussi compris aujourd'hui pourquoi j'ai quelques difficultés à discuter avec mes collègues pour faire évoluer les choses. Merci. Donc oui, en fait, là, vous dites que d'une manière générale, par définition, le système des retraites est sexiste. Enfin, que ce soit en fait, quel que soit le pays. Oui. Mais du coup, on est obligé de le montrer, en fait. Le problème du patriarcat, quand il est structurel, ça veut dire, c'est marrant, ça a été abordé tout à la fin par toi, mais à partir du moment où voilà, le patriarcat est structurel, ça veut dire que ça fait partie du décor. Et nous, le but, c'était de montrer qu'il y avait un problème, quoi. C'était d'attirer l'attention visuellement. Et ça a été une prise de conscience quand même, parce que finalement, tous les cas pratiques femmes, un petit peu moins, je vous ai dit en 2023, mais en 2019, tous les cas pratiques femmes étaient incroyablement éclairants. Et en fait, ça a vraiment permis d'affaiblir sur le fond la question des retraites. Et d'ailleurs, enfin en tout cas à Attaque, on avait notamment Christiane Marty qui a beaucoup travaillé sur la question des retraites, vraiment sur le calcul des points, etc. Vraiment le détail. Et du coup, elle a pu développer et anéantir leur réforme, quoi. C'était impossible d'avoir un argument positif sur cette réforme juste en ayant sur le cas retraite femmes. Et l'enjeu, c'était de le rendre visible pour mobiliser, pour donner en fait un outil au service des mobilisations pour avoir des arguments et puis tout simplement sympathiser, dynamiser aussi, attirer l'attention sur un sujet. Parce que, par exemple, dans mon entourage personnel, il y a des gens qui ne sont pas du tout politisés et qui sont même en défiance des idées progressistes, voire j'ai aussi tout un pan qui va être assez conservateur et voilà. Et tout ce que je peux porter, par exemple, ne passait pas, mais la question égalité femmes-hommes, ça leur parlait en fait. Et tous les arguments qui étaient amenés, ça leur parlait. Et il et elle n'avaient même pas compris à quel point l'injustice était énorme, que ce soit au niveau du montant des pensions de retraite, hein, les moins 40%, mais surtout que c'est les carrières, ces carrières, quoi, justement, ces temps partiels, ces carrières hachées, pourquoi en fait les femmes sont dans cette situation-là. Et puis nous, on allait un petit peu plus loin d'ailleurs, parce que j'avais parlé des femmes de chambre d'Ibis Batignolles, et Rachel a beaucoup travaillé, Silveras, sur cette question-là aussi, c'est sur les premières de corvée, les premières lignes, c'est-à-dire les femmes qui ont des métiers féminisés, peu valorisés. Et c'est ça aussi qu'on a d'ailleurs essayé de mettre en avant, c'est qu'au-delà de l'impact femme, il y a aussi le côté entonnoir, le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire les femmes qui ont des métiers peu valorisés, alors que les métiers du lien, du soin, qui sont pourtant qui font tourner la société, et pourtant ce sont les métiers les moins considérés. Et en plus, l'impact sur les femmes immigrées, puisque au bout de la chaîne, on réalise que c'est les femmes immigrées qui ont des emplois les moins qualifiés et qui sont le moins rémunérés. Donc voilà. Mais bon, pour dire que j'entends très très bien, mais du coup, ça prouve que c'était nécessaire, puisque Pour moi, ça paraît évident que si on veut faire évoluer les systèmes de retraite, ça doit passer par la question féministe. C'est évident. C'est évident. Oui, je voulais juste rajouter un mot, c'est que on en a fait à TGS depuis des années. On a fait des controverses sur l'effet des différentes réformes des retraites du point de vue de l'égalité femmes-hommes. Il y a eu beaucoup de travaux de recherche, dont les tiens, Nicole. Et pour autant, il faut attendre les années 18, 19, cette réforme-là, pour voir autant de mobilisation féministe sur cette question. C'est que les syndicats avant ont commencé pour chaque réforme à se battre, mais il y avait l'angle mort de la question de l'égalité. Il a fallu vraiment... alors c'est en 2010, je crois, qu'il y a eu quelques femmes syndicalistes qui ont écrit un courrier, mais elles n'étaient absolument pas relayées. Et je pense que donc, pour le coup, il y a eu ces grandes gagnantes LOL et puis les Rosy qui ont fait que c'est la première fois qu'il y a eu un tel écho et que la question féministe s'est invitée dans cette mobilisation. Et donc peut-être que la non-mixité y est pour quelque chose.
Oui, je voulais réagir brièvement aussi, et puis je passe la parole. En tant que aussi syndicaliste en Suisse, après, bah, c'est un système très différent, mais bon, évidemment, je soutiens entièrement ce qui a été dit. J'ai l'impression aussi, bon, comme les syndicats, en fait, sont quand même des organisations faites pour et par les hommes, et que l'avancée, enfin, même la participation des femmes, elle est très lente. Par exemple, moi-même, j'étais engagée comme secrétaire syndicale, comme permanente en 2020, une fois que j'étais reconnue comme militante féministe, et on en fait, enfin voilà, tout un travail aussi avec mes camarades Vanessa, Maria et d'autres. Mais c'est vrai que souvent, en fait, ces questions-là sont invisibilisées. Moi, je suis d'accord avec vous qu'en fait, ça devrait être quelque chose qui est d'emblée compris, et qu'en fait, on devrait d'emblée travailler des revendications féministes sur les questions de retraite. Mais malheureusement, dans les organisations syndicales, par exemple en Suisse, nous, souvent, quand il y a des réformes de retraite, quand c'est un changement constitutionnel, c'est soumis en fait à cette votation. On dit le meilleur système de la démocratie directe. Bon, après, il exclut tout un tas de gens. Enfin, moi-même, j'ai pas droit de vote, je suis pas citoyenne parce que je suis pas suisse. Mais quand on a des votations comme ça, souvent les organisations syndicales, quand elles doivent miser sur quelques points clés, elles vont aussi dire, hein, elles vont prendre un peu, englober la question de femmes, à quel point en fait le système de retraite il est conçu sur un modèle d'un homme qui a travaillé 44 ans, etc., qui ne prend pas du tout le parcours des femmes, mais ils vont quand même invisibiliser un peu ces questions femmes par la crainte peut-être de perdre. Et moi, c'est ce qui m'a été aussi dit, c'est si on met trop en avant les questions féministes, comme en Suisse, on vient de perdre en votation aussi sur l'augmentation de l'âge de retraite des femmes de 64 à 65 ans, bah, il faut maintenant qu'on axe plutôt sur des arguments économiques, d'autres par rapport à la TVA, ou je sais pas, enfin voilà, je suis pas spécialiste des questions de retraite. Et du coup, moi, le fait d'avoir en fait la grève féministe, des camarades, en fait, parce qu'au final, nous, on est les syndicalistes, on n'arrive peut-être pas forcément tout à avancer dans nos syndicats, mais on s'est réunis dans la grève féministe et on a des groupes syndicaux, groupes retraite, où on essaie d'avancer des vrais argumentaires qui sur ces enjeux-là et de les porter après dans les syndicats. Donc, il y a un moment de complémentarité quand même. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment important de se réunir aussi et puis de travailler ces questions-là, parce que malheureusement, elles sont invisibilisées par les syndicats, non parce que parce que sociologiquement, bah, voilà, voilà. Et puis ce que je trouvais intéressant, je voulais juste souligner l'expérience aussi de la réforme des retraites. J'avais l'impression ou l'espoir que le 8 mars, étant donné que c'est assez compliqué avec ces journées de grève, j'avais l'impression et l'espoir que le 8 mars chez vous puisse enfin incarner un peu la grève féministe en Suisse, pour que en fait les manifestations ne soient pas que les nous toutes et les nous aussi et ci et ça. Je suis pas du tout contre, mais je pense qu'il faut vraiment un mouvement féministe qui est anticapitaliste et anti-impérialiste, etc. Et du coup, de voir qu'il y avait un espoir de convergence des luttes, réforme des retraites, 8 mars, etc., me réjouissait beaucoup. Après, je sais que c'est pas évident, mais je vous encourage collectivement à aller dans ce sens-là, même si évidemment en Suisse, bah, on n'a rien fait. Et puis si ça s'était fait, ça se saurait. Mais c'est vrai que ça reste toujours la vitrine du capitalisme quand même, la Suisse. Donc voilà. On peut arrêter ici et discuter de manière plus informelle autour d'un petit buffet. Merci beaucoup à toutes les intervenantes et merci beaucoup à vous.